Bonjour YouTube, bonjour tout le monde. C'est parti pour la vidéo bilan mensuel de ce mois de mai 2024. Vous le savez, on va parler de mes investissements sur ce mois de mai 2024, comment ils ont performé, est-ce qu'il y a eu du mouvement sur ces investissements. Donc vous le savez, à travers mon investissement en bourse, à travers mon PEA et mon compte titre, on va voir le DCA que je fais sur mes ETF, on va voir les dividendes que j'ai touchés, on va voir les performances des valeurs que j'ai ajoutées récemment dans mon portefeuille. On va regarder aussi un petit peu les valeurs que je surveille, ma watchlist. Sachez que dans mon compte titre, j'ai ajouté une nouvelle valeur en portefeuille. Je ne l'ai pas partagé sur la chaîne au mois de mai parce que j'étais pas mal occupé. Mais j'ai ajouté une nouvelle valeur dans mon compte titre. On va voir c'est laquelle. On va voir également si j'ai touché des dividendes. On va également voir les performances de mon PEA et de mon compte titre par rapport à des indices de référence, par rapport au marché. D'un point de vue immobilier, vous le savez, j'ai un bien en location courte durée. On va voir quelle a été sa performance au mois de mai 2024. Et on finira par mes dépenses budgétaires mensuelles. Vous savez, je me challenge tous les mois. J'ai un objectif de dépenses budgétaires mensuelles à respecter. On va voir si j'ai coché ou pas ce mois de mai 2024. Comme d'habitude, on va voir tout ça sur mes écrans. C'est parti, vamos! C'est parti, on va commencer par mon investissement en bourse et on va commencer par mon PEA. Alors comme d'habitude, je vais réduire la caméra. Ne vous faites pas avoir par cette performance ici, le 1,79. On est première semaine du mois de juin et forcément c'est la perf mensuelle du mois de juin. Donc on va aller dans l'onglet historique pour voir un petit peu ce qui s'est passé au mois de mai, tout simplement. Donc ici la ligne est là, au mois de mai, on voit que j'ai fait une perf de plus 1,80%. Je vais grossir un petit peu, peut-être vous verrez mieux à l'écran. Ce qui représente des plus-values latentes de 303,18 euros. Donc une performance positive encore. Plutôt content parce qu'on avait fait un mois d'avril dans le négatif. Là, on repasse dans le positif sur ce mois de mai, sur mon PEA. Donc, c'est plutôt cool. Donc, c'est une performance qui ne prend pas en compte mes versements, par contre, qui prend en compte mes dividendes. J'estime que les dividendes que je touche sont un petit peu le fruit de mon investissement. Donc, je considère que je les insère dans la valeur de mon portefeuille, tout simplement. Donc je ne sais pas si vous faites pareil quand vous calculez votre performance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi je fonctionne un petit peu comme ça. Autant les versements, je trouve ça naturel de ne pas les inclure, parce que ça serait un petit peu cheaté quoi. Mais mes dividendes, c'est parce que je me suis exposé à des valeurs que j'ai choisies, c'est un petit peu le fruit de ma stratégie, donc je les inclus dedans. Et donc du coup voilà, je fais 1,80%, on repasse dans le vert. Je suis plutôt assez content. Si on se compare au SP500, bon le SP500 a encore fait un mois assez fou, plus 4,8%. Encore une fois, le SP500, le comparer à mon PEA fait pas trop de sens. Il faudrait que je le compare uniquement à mon ETF SP500. Donc, j'ai pas isolé cette performance sur l'ETF SP500. Ça serait un petit peu trop touchy à faire. Donc, du coup, voilà. Se comparer au SP500 n'a pas trop de sens. Je vais plutôt me comparer au CAC, forcément. Parce que j'ai quand même, dans mon portefeuille, vous le savez, aujourd'hui, si on prend les graphiques, j'ai 42,4% en ETF et 45% en actions. J'ai quand même presque 12% de liquidité, ce qui est rassurant si jamais les marchés viendraient à corriger un petit peu, ça me ferait des liquidités pour renforcer. Et donc du coup, sur ces ETF-là, vous le savez, j'ai de l'SP500, mais c'est du Eurostock 600 pour l'Europe, et j'ai du pays émergent. Et donc du coup, j'ai une partie de ces 42% qui sont exposés à l'Europe, et les actions, par contre, mes actions, vous connaissez un petit peu mon portefeuille, il est full actions françaises que j'ai dans mon PEA, donc j'ai du Vinci, du Air Liquide, du Equasens, du L'Oréal, du Dassault Systèmes, OB, Schneider, Euronext, LVMH, Amundi, STM et Katana. Donc du coup, je trouve que ça fait plus de sens de se comparer au CAC 40, encore une fois, même si la performance globale de mon portefeuille inclut de la performance sur les marchés américains et sur les marchés, on va dire, émergents. Mais du coup, voilà, je surperforme le CAC sur ce mois-ci, toujours à prendre avec des pincettes, et sur le World, également, je le surperforme de... Pas beaucoup, mais je surperforme un petit peu, puisque le World a fait 1,24%, alors que j'ai fait 1,80%. Donc plutôt cool, plutôt un bon mois de mai. Et pourtant, souvent on dit en mai, il y a un adage qui dit sell in May and go away. En gros, vendez en mai et quittez les marchés, quoi. Et pour le coup, sur ce mois de mai, le mois de mai en bourse, enfin sur les marchés financiers, a plutôt été haussier. Donc du coup, voilà, très content de ma performance sur mon PEA. Je fais une performance dans le vert de 1,80%. Voilà, ce qui me donne une plus-value latente de 303 euros. Si on se met sur l'année, on voit que l'année est quand même très intéressante, elle est très verte.
Pour le moment, il n'y a qu'un seul mois où j'ai été dans le négatif. Certes, je sais que si vous regardez les bilans mensuels précédents, j'ai un peu sous-performé les marchés, mais c'est pas grave, je suis content, mon investissement continue de progresser. C'est le but de cet investissement-là. En plus, il progresse d'une manière sereine. Je sais où je vais et qu'est-ce que je fais avec mon investissement. Je suis content des valeurs que j'ai dans mon portefeuille, que ce soit à la fois sur ma partie ETF et actions. J'aimerais, je pense, avoir plus d'ETF parce que c'est plus facile à gérer et tendre plutôt vers un portefeuille qui serait, au lieu d'être, là on est presque à 50-50 finalement, être plutôt 60 ETF et 40% actions. Même si j'aime de plus en plus m'intéresser aux actions. Mais voilà, content sur ce mois de mai 2024 sur mon PEA. On le voit, hein, si on prend la performance annuelle, pour le moment, on fait une performance de 7,65%, donc c'est une très belle performance. On est à la moitié de l'année. On a tendance à dire qu'en moyenne, les marchés font 10% par an. On a quand même fait un beau bout de chemin, je trouve, sur ces 6 premiers mois de l'année. Donc c'est cool d'être investi, voilà, et d'être exposé au marché financier. Chose intéressante aussi, on est sur mois de mai, l'un des mois qui verse le plus de dividendes. Vous le voyez là, hein, j'ai touché pas mal de dividendes, je vais vous montrer un petit peu. Donc sur ce mois de mai 2024, je touchais 68 euros de dividendes. J'avais déjà touché des dividendes au mois d'avril, qui commençaient un petit peu à être intéressants, 51 euros. Là j'ai touché 68 euros. Alors j'ai eu du Air Liquide. En plus Air Liquide, je crois que c'est dans quelques jours, là on est début juin, dans quelques jours je vais avoir une action gratuite en plus. Mais là j'ai touché 35,20 euros de dividendes chez Air Liquide, Dassault Systèmes 2,76 €, OB 7 euros, Schneider 10 euros, Euronext 12,65 €. Donc voilà, le mois de mai en tout cas, même avril, hein, avril, mai, juin, et on voit qu'en juin j'ai déjà touché les dividendes de Amundi. Donc on voit que ce sont des mois qui sont assez concentrés d'un point de vue dividende et qui apportent un petit peu plus de liquidité. Alors on n'est pas sur des énormes sommes hein, par rapport à mon investissement. Hein. Je suis exposé à hauteur de 17 500 euros. Aujourd'hui, là, mes dividendes pour le moment représentent 140 euros. Si je fais un petit graphique année par année, vous pouvez le voir ici. Hein. Donc en 2020, j'ai touché 3,50 €. Et là aujourd'hui, en 2024, je touche 140 euros. Donc j'aime bien, encore une fois, calculer l'évolution des choses. Toujours mesurer pour voir un petit peu, pour optimiser son suivi et prendre de meilleures décisions. Mais la stratégie dividende n'est pas ma stratégie principale, mais ça fait plaisir de voir que voilà, on touche un petit peu des dividendes et qu'on peut les réinvestir dans son investissement en bourse. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc du coup voilà, on voit que là j'ai quasiment en 2024 atteint le montant des dividendes de 2023. Je suis pas surpris parce que j'ai intégré notamment Amundi. J'ai intégré des valeurs qui ont tendance en plus à augmenter leurs dividendes dans le temps, ça c'est agréable. Et donc du coup forcément on y voit un petit peu les répercussions. Donc voilà, je suis content, ça fait des liquidités. Là vous le savez, hein, pour ceux qui ont téléchargé mon fichier, d'ailleurs je le répète, hein, pour ceux qui veulent télécharger le fichier qu'on voit depuis le début sur la vidéo, je vous mets un lien juste au-dessus et un lien dans la description. C'est un fichier Google Sheet qui est complètement gratuit et j'ai fait une vidéo en mode tutoriel pour vous puissiez prendre le fichier, le comprendre et onglet par onglet et vous pouvez même le personnaliser à votre façon. Donc voilà, j'ai rajouté, moi j'ai des tableaux à chaque fois par valeur également pour voir un petit peu ce que je touche. Donc j'ai gardé les valeurs que j'avais sorties de mon portefeuille, mais j'ai gardé les valeurs évidemment que j'ai encore en portefeuille. On voit par exemple pour Vinci que j'ai investi en 2020 655 euros et que je touche des dividendes tous les ans, donc j'ai touché déjà, mine de rien, 123 euros en termes de dividendes sur Vinci, ce qui fait un rendement de presque 19%. Donc voilà, je mesure tout ça. Encore une fois, vous pouvez le retrouver dans le fichier Excel que je partage sur la chaîne. Donc voilà, concernant les dividendes, je voulais également revenir sur la partie action. Vous le savez, j'ai rentré Katana dans mon portefeuille cette année. Je l'ai rentré il y a peut-être 2 mois, quelque chose comme ça de mémoire. Je ne sais plus la date exacte. Le 22 mars. Donc je l'ai rentré le 22 mars. Et depuis le 22 mars, Katana, je suis à 17% sur la valeur. Donc c'est une valeur que j'avais déjà eue dans mon portefeuille. Et j'avais envie de la réintégrer dans mon portefeuille parce que fondamentalement parlant, je trouve que voilà, elle est très intéressante. Et j'avais attendu un moment clé. J'aime bien coupler de temps en temps l'analyse technique sur certaines valeurs. Voilà, Katana. Voilà, j'étais entré là. Donc, on peut le voir, hein, je vais me mettre en hebdomadaire plutôt, sur une valeur
enfin sur une échelle en semaine. Et voilà, on était sur une zone support d'un point de vue analyse technique. Et on avait eu un petit W ici, un double bottom, pour ceux qui connaissent un petit peu l'analyse technique. Et souvent, ce sont des figures, on va dire, des patterns, et des figures chartistes qui sont synonymes de retournement. Donc, ce petit W sur une zone support très intéressante, sur une zone de prix qui, par le passé, a toujours eu une réaction soit vendeuse, soit acheteuse, c'était, je trouve, un bon point d'entrée. Et donc, du coup, on le voit, mon point d'entrée, il est là, vous le voyez, c'est les pointillés bleus, pardon. Donc, on voit depuis, voilà, c'est en tendance haussière, qu'on vient de toucher la MMM 200 journalière, donc la moyenne mobile 200 journalière, qui est une moyenne mobile assez suivie sur les marchés. Donc, du coup, on va voir comment ça se passe. Là, je pourrais déjà, sur cette valeur-là, je pense, mettre un ordre à mon point d'entrée, de manière à ne plus perdre d'argent sur cette valeur-là. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai dans mon portefeuille des valeurs que je considère que je vais garder sur du très 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 long terme. C'est des valeurs que j'apprécie beaucoup, je trouve qu'ils sont des très très belles valeurs, et je veux garder ad vitam aeternam, à moins qu'il y ait un gros cataclysme. Et il y a des valeurs, voilà, comme Katana, STM, Amundi. Je trouve que c'est des valeurs intéressantes à prendre, mais j'ai un peu moins confiance. Donc du coup, je veux dire que sur ces valeurs-là, quand j'entre sur ces valeurs-là, j'aime bien, j'aime bien me rassurer avec une analyse technique pour entrer à un bon moment et pour sécuriser mes plans. Et donc c'est sûr que sur Katana, si on revient, on a fait comme depuis le point d'entrée, on a fait 17%. Je pourrais déjà, 17% sur une action, c'est déjà beau, hein, franchement, et je pourrais déjà mettre un ordre de vente, un stop loss finalement, mais qui serait pas un stop loss, qui serait un stop win. Je pourrais le mettre un petit peu au-dessus, de manière à sécuriser complètement ma position et avoir encore une fois l'esprit libre sur Katana en me disant que quoi qu'il arrive, je ne perdrai pas d'argent sur Katana, peu importe ce qui se passe. Donc voilà, on sait que les marchés, des fois, à court terme, sont assez fluctuants, la volatilité peut être assez importante. Et quand vous êtes sur des valeurs sur lesquelles vous n'avez pas une conviction sur du très très long terme très très forte, moi je préfère me protéger. Mais chacun fait comme il veut. Donc du coup voilà, je suis assez content sur cette entrée-là, sur Katana, sur mon PEA, pardon. C'est une valeur qui se porte bien. Dans ma watchlist en ce moment, j'en ai pas beaucoup, mais j'aime beaucoup LVMH. Je vais vous montrer pourquoi. LVMH, c'est déjà une valeur où j'ai des très grosses convictions sur du très long terme parce que c'est une entreprise formidable. Et sur LVMH, ce qui m'intéresse en fait, mais elle a rebondi, mais en fait c'est que, alors là on est vraiment encore une fois sur de l'analyse technique, hein, et j'ai déjà du LVMH en portefeuille, vous voyez, j'ai un prix de revient à 560 €, donc on fait mine de rien une belle performance sur LVMH, et je voudrais en accumuler de temps en temps, voilà, quand je trouve qu'il y a des bonnes opportunités. Et là graphiquement on voit qu'elle corrige un peu, corrige beaucoup même, et là on voit ce qu'on appelle un gap. Un gap c'est un trou tout simplement de cotation, et souvent les gaps, enfin c'est pas souvent, en principe un gap ne peut pas rester ouvert. C'est d'un point de vue technique, sur les marchés financiers, un gap ne doit pas rester ouvert. Alors il peut mettre des fois 2 jours à se refermer, comme il peut mettre plusieurs mois, plusieurs années. Et j'aimerais bien voilà, qu'LVMH revienne fermer son gap. Et on le voit, on est en plus sur une zone un peu support ici, un niveau intéressant où les marchés ont souvent rebondi. Donc du coup, j'aimerais bien combler cette zone de gap avec cette zone de support pour acheter une action LVMH. Donc voilà, j'attendrai qu'LVMH revienne sur ces prix-là. Je ne sais pas s'il reviendra, impossible à dire. Mais je la surveille parce que LVMH, quand même, c'est une action qui a un sacré, qui a un prix assez élevé. Et donc pas facile d'entrer sur cette action-là. Et j'essaie toujours en plus de garder, on va dire, une répartition de mon portefeuille assez équilibrée, même si j'ai pas de souci à m'exposer un peu plus à LVMH, une entreprise qui surperforme le marché depuis toujours. Donc du coup voilà, je surveille LVMH en ce moment, et sur les autres entreprises, j'aime beaucoup Nemetschek, mais Nemetschek, vous le voyez pas avec ma cam, mais j'aime beaucoup Nemetschek, mais Nemetschek en ce moment, j'aimerais qu'elle corrige un petit peu aussi. Nemetschek et en ce moment GTT. Capgemini j'aime bien aussi, j'attends de voir. Elle a eu un gros trou là, qui a été accentué en plus par un détachement de dividendes. Elle a fait, je crois, en 3-4 jours, moins 15%. Donc j'avoue que ça m'a un peu refroidi, mais GTT et Nemetschek, j'aimerais bien les rentrer dans le PEA. C'est des très belles valeurs, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma partie PEA. On enchaîne avec le compte titre, qui est chez DeGiro. Alors, j'ai ajouté ce mois-ci une nouvelle valeur
dans mon portefeuille. On va voir tout de suite c'est laquelle. C'est la valeur McDonald's. Je pense que tout le monde connaît McDo. C'est une entreprise, voilà, pour moi c'est la GOAT dans tout ce qui est restauration fast-food. En tout cas, voilà, une entreprise qui est mondialement connue, une entreprise qui aujourd'hui a, j'ai envie de dire presque un parc immobilier assez exceptionnel. C'est une entreprise en plus qui est de plus en plus sur ce qu'on appelle du magasin franchisé. Et, euh, et voilà, en étant de plus en plus sur cette stratégie-là, ça fait déjà un moment, hein. C'est une stratégie qui finalement est très positive pour améliorer ses marges, améliorer sa rentabilité, sa situation financière. Et donc voilà, c'est une entreprise encore une fois sur laquelle j'avais envie d'investir depuis un moment. Donc j'ai acheté une McDonald's au mois de mai. Je l'ai ajoutée dans mon portefeuille. Donc elle vient compléter mon portefeuille, enfin mon compte titre tout simplement, qui est constitué d'une action Amazon, de 5 actions Apple, d'une action Johnson & Johnson, une action McDonald's, 2 actions Microsoft, 2 actions Pepsi et 2 actions Visa. Voilà, j'ai l'impression que je commence un petit peu à avoir un portefeuille un peu plus diversifié, notamment en termes de secteur. C'était aussi un petit peu l'objectif. Et voilà, je suis content d'avoir rentré McDonald's. On va voir, hein, je vais vous montrer aussi, je me suis un petit peu servi encore une fois de l'analyse technique, même si c'est une valeur que je pense que je vais accumuler sur le long terme. Mais McDo était, voilà, vous le voyez, je vais vous le tracer ici, en hebdo. Elle est dans un canal haussier depuis très 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 longtemps. Si je dézoome, voilà, canal haussier qui date de 2015. Donc en fait, elle monte. On a eu un gros trou ici, mais c'était dû au Covid. Et, évidemment, une fois que le Covid est passé, on a tout de suite réintégré un petit peu ce canal haussier. Donc ça peut être un peu risqué d'acheter sur un bas de canal, si on raisonne purement analyse technique. Voilà, il y a bas de canal, MM200. Moi, ça m'a un petit peu conforté pour rentrer une première fois sur cette action-là. Il y avait un beau support ici, hein, aux alentours de 230 $, qui m'intéresse également. Je pense que si elle redescend jusque-là, je rachèterai une action McDo. Voilà, c'est une action que je vais garder sur du très très long terme. Une action en plus qui a un beau dividende, qui a beaucoup de rachats d'actions, qui a des marges, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des ratios qui ont tendance à s'améliorer, qui vont dans le bon sens. Donc voilà, c'est une entrée que j'ai fait, voilà, à peu près, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai fait une entrée, mon PRU sur McDo, il est à 258 $. Donc, je fais une entrée à peu près sur ces eaux-là, quoi. Elle a cassé son canal un petit peu, hein, à la baisse, forcément. Puis là, sur les derniers jours, elle l'a repris. Bon, toujours est-il que voilà, je ne vais pas suivre à 100% l'analyse technique. Là, sur McDo, je ne mettrai pas de stop loss. Comme les autres valeurs que j'ai en portefeuille ici, c'est plutôt une vision très très long terme. Et sur ces valeurs-là, je vais avoir tendance à faire, moi j'appelle ça un DCA, mais c'est pas vraiment du DCA parce que ce ne sera pas tous les mois. Mais quand il y a une bonne opportunité dessus, je vais réinvestir. Je vais réinvestir dessus. D'un point de vue également performance, on n'a pas vu la performance tout simplement, donc on va aller voir la performance. Là, encore une fois, c'est la performance du mois de juin, donc on voit qu'on commence le mois de juin dans le positif. On va aller regarder l'historique de mon compte titre. Et on voit que voilà, au mois de mai, j'ai fait 2,76%. Donc là, on peut très bien tout à fait se comparer au SP500, puisque j'ai que des valeurs américaines. On voit que j'ai sous-performé le SP500 de 2 points, hein, presque. Hein. On est quasiment à 2 points, on va arrondir. C'est voilà, j'ai encore une fois, je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il y a certaines valeurs en ce moment sur l'SP500 qui sont très bullish, que j'ai pas en portefeuille, donc je pense que le delta il vient un petit peu d'ici. On voit que je surperforme le World, mais là, encore une fois, le World n'est pas full SP500, enfin, n'est pas full valeur américaine, même s'il est à 70% exposé aux valeurs américaines. Mais voilà, je suis content, encore une fois, c'est une performance une performance positive. On voit que sur ce début d'année, c'était un peu moins vert que sur le PEA. Hein. J'avais commencé avec un gros mois de janvier, et qu'après, ça avait été un petit ralentissement. Et là, on repart à la hausse au mois de mai. Là, le mois de juin commence très bien. Grosse nouvelle aussi, j'ai fait un apport. J'ai fait un apport sur ce mois de mai. J'ai réussi tout simplement à faire un apport de 1500 €. Donc pourquoi 1575 € ici? C'est parce que je cumule mes deux versements que j'ai fait. Donc en fait, j'ai fait un versement de 1500 € que j'ai noté ici, et j'ai toujours mon versement automatique tous les mois de 75 €. Donc ce qui fait que j'ai un apport de 1575 €. Donc, je suis plutôt content, c'est pour ça que j'ai pu acheter McDo. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve avec une poche de liquidité assez importante. Hein. C'est normal. Et voilà, j'ai envie d'aller chercher des valeurs, soit de renforcer, soit des nouvelles valeurs qui m'intéressent. Et notamment,
Et j'aime beaucoup. J'ai déjà du Visa, mais j'aimerais beaucoup aller chercher du Mastercard. Elle est en train un petit peu de corriger, elle aussi. Je pense que je pourrais entrer sur Mastercard. J'aimerais beaucoup entrer sur MSCI et sur Evolution AB aussi. Pourquoi pas Google. Donc voilà, le fait d'avoir ces... pardon, vous ne le voyez pas à l'écran, mais ma watchlist, elle est là. J'ai du Caterpillar, Intuit, Mastercard, MSCI, Berkshire Hathaway, Evolution AB et Google. Je pense que les premières, là, Evolution AB, elle commence un petit peu à corriger aussi. Je trouve qu'on arrive sur des points, des niveaux intéressants. En plus, en termes de valorisation, elle est pas trop mal en ce moment. Donc Evolution AB, ça risque d'être la prochaine que je vais intégrer dans mon compte titre. Mastercard, j'aimerais beaucoup parce que voilà, les chiffres sont magnifiques. J'ai déjà du Visa, mais je me dis qu'avoir les deux, on sait jamais. Si un jour il y a un problème sur l'un ou sur l'autre, a priori, l'autre devrait être le grand gagnant. Donc avoir Mastercard et Visa en portefeuille, j'aime beaucoup. Surtout que déjà, c'est deux belles entreprises magnifiques. Evolution AB, Mastercard, MSCI. J'aime beaucoup MSCI aussi. Quand on aime un petit peu les ETF, MSCI, voilà, c'est ceux qui sont, enfin, voilà, ils sont impliqués et c'est ceux qui font les indices. Donc, elle a pas mal baissé dernièrement. Je la trouve encore un peu chère. Je vais voir comment réagit un petit peu le marché. Google aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Google, mais pour le moment, j'ai préféré, d'un point de vue tech, me concentrer sur Apple et Microsoft, que je trouve un peu plus belle que Google. Mais Google, clairement, fait partie des prétendants et je pourrais l'intégrer dans mon portefeuille. Donc voilà, ça me fait... Là, je suis assez content d'avoir réussi à me faire un versement de 1500 euros parce que, voilà, on va réfléchir stratégie, on va essayer de regarder un petit peu son portefeuille. Là, je suis rentré sur McDonald's parce que McDonald's faisait partie. Moi, j'avais un portefeuille cible ici. Apple, Microsoft, Pepsi, Visa, Johnson & Johnson, Amazon, McDo. C'était vraiment le portefeuille cible que je m'étais fixé. Je suis content parce que pour le moment, bah, voilà, je l'ai atteint. On voit qu'en termes de chiffres, bah, j'ai des entreprises forcément que j'ai un petit peu plus et d'autres un petit peu moins. Mais voilà, j'ai au moins ces entreprises-là que je voulais avoir dans mon portefeuille, je les ai. Maintenant, je vais avoir la possibilité soit de les renforcer dans le temps, soit d'intégrer de nouvelles cibles, entre guillemets secondaires, mais que je trouve de très bonne qualité. Donc voilà, c'est cool. En termes de dividendes, j'ai touché, moi, des dividendes, mais sur le compte titre, c'est très faible. Hein, vu que j'ai, comme vous le voyez là, hein, j'ai une, des fois 5, j'ai entre une et 5 actions, donc forcément, c'est pas des grosses entreprises à gros dividendes, donc on a des petits dividendes qui sont versés. Encore une fois, c'est des dividendes qui vont fortement augmenter dans le temps. Mais véritablement, là, j'ai Johnson & Johnson qui verse beaucoup de dividendes. Euh, on va voir, il faut que j'intègre McDo du coup. Mais voilà, je suis assez content. J'ai touché quelques dividendes, mais là, pour le coup, c'est vraiment ridicule. Hein. On voit au mois de mai, 97 centimes. Là, si on prend le début de l'année, j'ai même pas touché 10 euros. Donc, c'est assez ridicule. Mais voilà, on mesure, encore une fois. L'objectif est de mesurer pour pouvoir optimiser et pouvoir prendre les bonnes décisions sur son investissement. Donc, du coup, je sais que je fais une sous-perf, encore une fois, sur mon compte titre, de 2 points. Mais franchement, ça me perturbe pas plus que ça. Encore une fois, je suis content. Mon investissement va dans le vert. Si on prend un peu plus de recul sur l'année, on fait quand même déjà une perf mensuelle de 7,58%. Donc ce qui est très bien. On sait que les marchés américains surperforment un peu plus que les marchés européens, historiquement. Donc on peut s'attendre peut-être à faire une performance entre 10 et 15%. On voit qu'on est pratiquement à la moitié du chemin. Donc voilà, je serais très content de faire une perf comme ça cette année. Donc à voir comment l'année 2024 se poursuit, mais très content de ce mois de mai sur mon compte titre, très content d'avoir fait une perf dans le vert, d'avoir pu dégager et faire un versement exceptionnel de 1500 euros qui va me permettre de m'exposer encore un peu plus au marché financier, notamment au marché américain. Donc voilà, ça va dans le bon sens, je suis content, c'est l'objectif, et encore une fois, je suis serein dans ma tête avec mon investissement en bourse, j'arrive à le gérer sans trop de tracas, sans trop de soucis au quotidien, quoi. Donc c'est vraiment l'objectif. Donc maintenant, on va enchaîner avec mon investissement immobilier locatif. Vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, j'ai depuis ce début d'année 2024 mis un bien immobilier en LCD, donc tout simplement que j'ai mis sur les plateformes Airbnb et Booking. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, je vous mets juste quelques photos. Avant, après, voilà, c'est un appartement qu'on a acheté avec ma femme et qu'on a complètement rénové. Donc voilà, ici on a cassé, il y avait un mur, on a fait une cuisine, salon ouvert. C'est un appartement où il y a 3 chambres avec une salle de bain. Voilà, vous voyez un petit peu l'évolution. On a fait quelque chose de très simple, d'épuré
est très fonctionnel pour les gens qui arrivent. Chaque chambre a sa prise Ethernet, connexion Internet avec sa télé connectée. Ils peuvent se poser, ils ont un lit tranquillement. Ils peuvent se poser. Et à la fois pour les pros et pour le tourisme, c'est plutôt cool. Donc voilà pour les petites photos pour ceux qui ne connaissent pas mon appartement. Et donc voilà, j'ai pris pour habitude de tous les mois un petit peu noter les choses, un peu comme je fais pour la bourse, là, je le fais pour mon investissement locatif. Donc mois de mai, encore une fois intéressant, on voit que en termes de taux d'occupation, je suis à presque 87%. Donc on est toujours sur cette tendance assez haute hein, depuis le début de l'année. On voit qu'en moyenne, je suis à 82,45% d'occupation. On voit que j'ai fait des mois exceptionnels. Le mois de février et mars, c'était très très haut. Avril, il y a eu un petit ralentissement, mais c'est normal. Ici, j'avais eu des pros. Moi, j'ai beaucoup de pros. C'est beaucoup de pros qui réservent chez moi et des fois, j'ai des pros qui prennent un mois en entier, un mois et demi. Mais là, au mois de mai, j'ai eu un peu des deux, des pros et du tourisme, hein, on peut le voir. Hein. Souvent sur Airbnb, c'est plutôt du particulier, du tourisme, et sur Booking, c'est du pro. Donc on voit que j'ai eu un petit peu, voilà, j'ai eu 20 nuitées sur Booking et 6 nuitées sur Airbnb. Et donc du coup, j'ai un taux d'occupation de 86%. On voit les chiffres d'affaires générés par Airbnb et Booking, ce qui me fait un chiffre d'affaires total. Quand j'enlève la taxe que me prend la conciergerie, ça me fait voilà, un résultat avec un cash flow brut. Donc un cash flow brut positif, pardon. Là, j'ai fait un petit cumul de chiffre d'affaires en dessous. Et là, je commence à enlever forcément les charges, hein, parce que le cash flow brut, c'est bien. Mais derrière, nous, on a des charges, on a l'assurance habitation, Internet, électricité. Euh, alors, l'eau est à zéro parce que nous, comment dire, on est débité une fois tous les 6 mois. Donc, en fait, le mois prochain, au mois de juin, je pense qu'on aura une facture d'eau. Donc, il faudra voir combien elle prend. Donc du coup, elle aura forcément un impact sur le mois de juin. Le mois de juin qui commence plutôt bien. Hein. J'ai déjà une réservation, je crois que j'ai déjà une réservation de 15 nuits. Alors, en plus, là, sur les mois de juin, juillet, août, nous, on a beaucoup de pros, mais on est dans une zone, on est sur une ville qui est très bien d'un point de vue bassin de l'emploi, mais très bien aussi parce qu'on est en bord de mer. Et donc du coup, la ville en elle-même et toutes les villes autour sont des stations balnéaires. Donc, mois de juin, juillet, août, les prix commencent à monter parce qu'on est un peu plus sur une zone un peu plus intéressante d'un point de vue tourisme. Donc les professionnels, c'est un peu dommage pour eux parce que ils vont un petit peu subir l'augmentation des prix parce qu'on est sur les mois de l'été tout simplement. Mais pour nous, c'est plutôt cool parce que avec moins de nuitées, je pense qu'on pourra faire à peu près le même chiffre d'affaires. Et vu qu'on a une clientèle pour le moment qui est essentiellement pro, je veux dire à 75% c'est des pros, je m'attends à ce que juillet, août notamment soit un petit peu moins rempli. On verra ce qui se passe en vrai. Hein. On va dire que c'est une sensation, comment dire, oui, une sensation que j'ai par rapport à l'historique qu'on a depuis 5 mois. Mais voilà, toujours est-il qu'on a un petit cash flow net de 1223 euros. Donc plutôt cool, encore une fois. Là, je fais pareil, hein, une petite cumule de trésorerie mois après mois. Donc voilà, on est presque à 4000 euros de trésorerie de côté, ce qui est pas négligeable parce que il faut pouvoir payer ses mensualités tous les mois, il faut pouvoir faire face aussi des fois des charges exceptionnelles, il y a quelque chose qui se casse chez vous, il y a un problème. Euh, Là notamment en plus on a un problème dans les parties communes, donc il va falloir qu'on voit avec les copropriétaires, mais ça risque de nous coûter forcément un petit peu d'argent. Donc voilà, il y a des charges exceptionnelles qui vont tomber, donc c'est cool d'avoir un peu de trésor en avance. En plus, ma banque, je sais pas pourquoi ma banque, au mois de mai, je devais passer une mensualité de 1000 euros. Elle est restée sur le différé qu'on avait. Hein. Donc du coup, on est resté sur une mensualité à 525 euros, donc c'est plutôt cool. Mais on voit que finalement, si j'avais une mensualité ici de 1000 euros, je peux pas le modifier, pardon. Je suis en dossier protégé. Mais si j'avais finalement 500 euros en plus ici, j'aurais quand même fait un cash flow net ici à peu près de 700 euros. Donc j'aurais toujours été positif. Mais voilà, le mois de juin, on va voir ce qui se passe. Est-ce que ma mensualité bascule à 1000 euros comme prévu ou est-ce qu'on est toujours sur du différé? Il faut que je me renseigne aussi auprès de ma banque. C'est un peu étrange parce qu'on était, en principe, on avait dû différer jusqu'au mois d'avril 2024. Donc ici, on aurait dû être à notre mensualité de 1000 euros. Mais voilà, très content. On est dans le vert. On est dans du positif. Ça nous permet, voilà, encore une fois, de générer de la trésorerie qui est full dédiée à l'appartement. Hein. Cette trésorerie, on la laisse sur un compte à part qui va être entièrement dédié à l'appartement. Et voilà, c'est quelque chose de nouveau pour nous avec ma femme. Donc voilà, c'est vraiment un début d'année assez expérimental, mais très enrichissant. On apprend plein de choses, à la fois par rapport à notre appartement, comment ça gère, mais aussi à la fois du côté de la conciergerie, comment ils gèrent les choses. On comprend un petit peu mieux comment ils fonctionnent, ce qu'ils mettent en place. Donc ça nous permet également un petit peu d'optimiser un peu plus les choses.
Mais voilà, c'est cool, un mois dans le vert, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on souhaite. Et le mois de juin commence déjà bien, parce que je le sais, j'ai déjà 15 nuitées tout simplement de bouquets. Ça commence dans quelques jours, je crois. Donc voilà, plutôt cool. Et on attend de voir comment se passera les prochains mois. Mais encore une fois, c'est toujours agréable et ça fait du bien à la tête parce que ça, c'est beaucoup plus contraignant d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotion. Ma femme dirait d'un point de vue charge mentale. L'immobilier, c'est beaucoup, je trouve, beaucoup plus de soucis, beaucoup plus de tracas au quotidien que la bourse. Euh, alors ça fait que 5 mois hein, qu'on fait ça, mais on le voit, on est nettement... Enfin, on se pose des questions avec la conciergerie, c'est presque quotidien. En plus, on a les plateformes en ce moment, et les plateformes qui évoluent un petit peu, notamment Booking qui est en train d'évoluer d'un point de vue de la caution, et c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour nous qui sommes propriétaires d'un bien en location courte durée. Donc c'est un peu plus de tracas au quotidien, c'est un peu plus de soucis, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est pas comme la bourse où on a une stratégie et vu que je gère mon portefeuille comme je l'entends, bah, c'est un peu plus facile dans ma tête quoi. Ça c'est beaucoup plus de soucis quoi. Et vous n'êtes pas à l'abri que chaque fois que vous avez quelqu'un qui est dans votre appart, il y a une couille qui se passe, il vous appelle pour quoi que ce soit, qu'il ait pété quelque chose, que après qu'il soit parti, on se rend compte qu'il a cassé quelque chose, donc faut aller voilà, faire les démarches auprès de Airbnb, auprès de Booking pour se faire rembourser. Ils vous remboursent pas forcément. Enfin voilà, c'est un peu plus de soucis. Là, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai aussi on a un dégât des eaux dans les parties communes. Donc voilà, c'est des choses avec les copropriétaires. Là, c'est pareil, c'est de la prise un peu de tête au quotidien où il faut qu'on fasse intervenir des gens, il faut qu'on aille sur place, faut qu'on fasse des devis. Enfin bref, je pense que vous voyez un petit peu le dessin. Mais c'est vrai que quand on compare les deux, c'est pas du tout, d'un point de vue psychologique et émotion, je trouve que c'est pas du tout la même chose. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je le ressens, la gestion de mon investissement en bourse et la gestion euh, de mon bien immobilier au quotidien. Bon, après, au départ, c'est deux choses complètement différentes parce que d'un côté, en bourse, il vous faut l'argent, de l'autre côté, sur un bien immobilier, vous pouvez faire marcher le levier bancaire, même si après, quand même, tous les mois, vous devez payer vos mensualités, donc il faut bien à un moment donné sortir l'argent aussi. Mais c'est différent. Mais voilà, en termes de gestion, c'est aussi différent. Et c'est pas anodin, je trouve. C'est pas anodin. Et, euh, et voilà, j'espère qu'à travers mon petit retour d'expérience, ça peut vous, encore une fois, vous donner un petit peu aussi des ordres d'idées sur comment se passent différents investissements. Et enfin, on va finir avec mon budget de ce mois de mai 2024. Vous le savez, j'aime me challenger et je me challenge sur mes dépenses personnelles. On va voir sur ce mois de mai 2024 si j'ai réussi à atteindre mon objectif. Mon objectif, je le rappelle, c'est en termes de dépenses personnelles de dépenser 285 euros par mois. Je vais déplacer ma caméra, je me rends compte que on voit pas très bien les chiffres. Donc du coup, voilà, sur ce mois de mai, j'ai dépensé 291,83 euros. Patatras. Donc j'ai pas coché mon objectif de à peu près 7 euros, je vais arrondir. Donc il faut prendre du recul. C'est pas voilà un énorme échec, j'en suis pas loin. Et quand on prend le début d'année, on voit que j'ai échoué 2 fois, j'ai 2 mois dans le rouge et que j'ai 3 mois dans le vert et qu'on voit que j'ai une somme ici qui fait 256 euros. Donc je suis content. Sur l'année, sur ce mois-ci, j'ai échoué, certes. J'ai eu pas mal de dépenses sur le web. J'ai fait des catégories comme ça. Je ne mets pas les détails parce que c'est personnel, mais voilà. Le mois de mai était un mois où nous, on avait des vacances. On avait pas mal de jours fériés, donc forcément, c'est un peu plus propice à des sorties, à des achats. Donc du coup, voilà, je me suis en aucun cas freiné par rapport à ça. Mais j'ai loupé mon coche, j'ai loupé mon objectif de 6,83 euros. Pour ceux qui veulent un peu comprendre un peu plus le contexte et l'histoire de un peu comment je gère mon budget mois par mois, j'ai fait une vidéo, je vous mets un lien juste au-dessus, où voilà, je vous explique un peu comment je raisonne. Au départ, je touche mon salaire. De ce salaire, 2 jours après, j'ai des versements automatiques qui sont programmés, qui partent pour mon foyer, donc toutes les dépenses, les charges qui concernent mon foyer. Donc, moi, je vis avec une femme et 2 enfants, donc toute cette partie famille est assurée. Mon épargne personnelle, mon investissement personnel est assuré également. Donc en fait, tout est automatisé. Je reçois mon salaire, toute cette partie-là est automatisée. J'ai pas besoin de me prendre la tête, c'est réglé. Et il me reste un solde. Et sur ce solde, je me fixe un objectif. Voilà, au mois de mai, il me restait 456 euros. Je suis complètement transparent avec vous. Et sur ces 456 euros, j'essaie d'en dépenser 285. Voilà.
Donc on voit que le solde est un peu variant en fonction des mois, parce que j'ai une paye qui n'est pas forcément tout le temps égale à la même. Mais voilà, pour comprendre la genèse, allez voir la vidéo si vous voulez. Et j'invite vraiment les gens qui découvrent la chaîne, ou même qui sont sur la chaîne et qui n'ont jamais fait cet exercice-là, de mesurer leurs dépenses au quotidien, de le faire au moins une fois. C'est un peu long au départ, c'est un peu chronophage, mais vous allez apprendre tellement de choses sur comment vous dépensez votre argent. On se tue au quotidien. Moi, je suis salarié, donc je travaille minimum 40 heures par semaine pour avoir un salaire. Et donc j'y passe beaucoup de temps, hein, 40 heures par semaine. Et cet exercice-là, je ne l'ai pas fait depuis très longtemps, mais je me suis rendu compte que voilà, prendre ne serait-ce que 1 à 2 heures par mois pour faire cet exercice-là, pour comprendre comment on dépense notre argent qu'on a durement gagné, je trouve que c'est super intéressant et je trouve que presque c'est la moindre des choses, plutôt que voilà, de dépenser sans trop connaître comment on dépense, quoi. L'objectif n'est pas de moins dépenser, l'objectif c'est vraiment, encore une fois, de mesurer pour optimiser et de se dire, ok, comment je dépense mon argent au quotidien? Est-ce que, en voyant comment je dépense, je vais avoir une prise de conscience? Est-ce que si demain j'ai une couille ou pas, sur quelle partie je peux arbitrer? Et sur comment je peux prendre des décisions par rapport à tout ça. Donc voilà, allez voir cette vidéo si jamais si vous l'avez pas vue. C'est une vidéo où voilà, je vous explique un petit peu mon raisonnement encore une fois. Et sur ce mois-ci, bon bah c'est un échec hein, de 7 euros. C'est pas énorme, mais c'est un échec quand même. Je suis content parce que quand même j'ai quand même un solde positif à la fin. Hein. On voit qu'un 156 moins 291, ça fait 164 euros. J'ai quand même un taux d'épargne sur ce mois-ci qui est de 21,36%. Donc on reste sur cette moyenne à peu près entre 21 et de 21-22% chaque mois. Donc je suis plutôt content. Et on va continuer dans ce sens-là. Et on a comme pour objectif au mois de juin de revenir dans le vert et de checker cet objectif de dépenses et de budget mensuel. Donc voilà, se termine un petit peu cette vidéo bilan du mois de mai 2024. Je vais terminer comme d'habitude avec cette page-là. Vous le savez, cette page-là, c'est une page personnelle que j'ai créée. Vous trouverez le lien aussi en description. Tout simplement, c'est une page qui décrit un petit peu ce que je suis, mais surtout, vous pouvez retrouver mes moyens de contact, Twitter et Discord notamment. Il y a pas mal de gens qui viennent me voir sur Discord. On discute. Ce qui est cool avec Discord, c'est qu'on peut discuter directement, en privé. Je sais que sur YouTube, laisser des commentaires parfois, c'est un peu trop indiscret. On peut pas tout dire. Donc à travers Discord ou Twitter, c'est super cool. Moi, je préfère même Discord parce que voilà, on peut même s'appeler s'il y a besoin, faire des partages d'écran. C'est super cool pour échanger l'un avec l'autre. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez une question sur le fichier que vous avez vu, si vous l'avez téléchargé, ou si vous avez une question sur le budget, la LCD, l'investissement en bourse. Encore une fois, n'hésitez pas vraiment à passer par Discord et on échange avec plaisir. Vous retrouverez ici, pour ceux qui s'intéressent, également un lien qui renvoie vers mon fichier Google Sheet que vous pouvez télécharger, c'est gratuit. Vous avez des offres de parrainage ici, par rapport à mes deux courtiers. Moi, c'est Bourse Direct pour mon PEA et de Giroud pour mon compte titre. Alors les offres peuvent évoluer, donc peut-être que quand vous allez cliquer sur l'offre de parrainage, vous aurez mieux que 30 euros, mieux que 100 euros, des fois ça évolue. Mais voilà, c'est des offres qui vous permettent d'avoir des frais de courtage offerts, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez passer un ordre, il faut savoir qu'on paye un frais, donc il y a un frais de courtage, et donc vous allez avoir jusqu'à 30 euros offerts, jusqu'à 100 euros offerts sur ces deux plateformes-là. Donc n'hésitez pas à utiliser ces deux liens si vous voulez vous lancer en bourse. En tout cas, prenez votre temps. Sachez que ces offres-là existeront toujours. Et prenez votre temps avant de vous lancer en bourse pour mettre en place et dessiner une petite stratégie qui vous convient par rapport à votre contexte, par rapport à vos envies. Et si besoin, encore une fois, n'hésitez pas à passer par Discord pour qu'on en parle ensemble. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite sur la chaîne. C'était Papa Investi. Portez-vous bien. À bientôt. Vamos!